Bonjour, donc Pierre Orniche, chercheur à l'université Gustave Eiffel et co-animateur du thème 1 du projet DVDC sur les mécanismes de dégradation avec aussi Anne Denis. Et donc dans le cadre de ce thème, on a voulu aussi un peu, vous avez eu une présentation sur un peu les retours d'expérience de dégradation de chaussées en début de session. Et donc on a voulu également inclure dans le projet quelque chose sur le comportement des chaussées souples. Et donc je vais vous présenter le travail qui a été fait sur ce sujet par Aegis, et notamment par Patricia Maillard, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui, donc qui m'a demandé de faire cette présentation. Donc le travail qui a été fait là-dessus, c'était une synthèse des méthodes de dimensionnement de chaussées souples et aussi de chaussées non revêtues à l'international. Et c'était un petit peu pour voir est-ce qu'il y a des perspectives d'amélioration de nos méthodes par rapport à ce qui se fait ailleurs et comment nos méthodes se situent par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc en fait, l'étude a été faite en 3 parties. La première partie a consisté en une synthèse de méthodes de dimensionnement des chaussées souples revêtues avec différentes méthodes empiriques, analytiques, catalogues. Il y a une deuxième partie qui a abordé les chaussées non revêtues. Donc il y a eu au total 12 méthodes de dimensionnement qui ont été analysées dans une première phase, je vous dirai lesquelles. Dans la troisième partie, donc, ceci a été complété encore en ajoutant trois autres méthodes là, que vous voyez ici, belge, allemande, japonaise. Et puis il y a eu également une étude de cas qui a été faite pour comparer les résultats obtenus avec différentes méthodes pour voir un petit peu comment les méthodes se situent en prenant cette fois-ci uniquement 8 méthodes et plutôt des méthodes analytiques en fait. Donc l'objectif, c'était un peu de comprendre les différentes méthodes et donc d'avoir une comparaison. Alors il n'est pas possible ici de vous présenter l'ensemble des résultats, ça fait un rapport assez volumineux que vous trouverez donc dans les rapports de DVDC. Donc je vais faire juste une présentation assez courte et puis vous montrer quelques points des résultats. Donc ici vous avez les méthodes qui ont été évaluées dans la première partie. Donc il y avait des méthodes européennes et américaines, mais ils ont inclus aussi des méthodes plutôt de pays tropicaux ou de pays type africain pour voir également comment les méthodes sont utilisées dans ces pays-là. Donc il y a eu en fait un tri entre des méthodes qui sont plutôt empiriques et des méthodes qui sont plutôt analytiques. Donc là, un petit focus sur une méthode empirique qui est la méthode Ashto, et dans laquelle donc il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on utilise des modules réversibles, donc des modules de sol, qui sont déterminés à partir de différents différents paramètres que vous allez voir, et qu'on peut prendre en compte aussi des variations saisonnières de ces modules de sol. Donc la méthode, alors le module réversible, il peut être déterminé directement par des essais triaxiaux, mais il peut aussi être déterminé à partir de corrélations avec différents indicateurs. CBR, donc essai de pénétration dynamique, voire limite de plasticité des matériaux. Donc il y a différentes relations qui existent. Donc un petit focus sur les méthodes analytiques. Donc les méthodes analytiques, c'est la méthode qu'on utilise en France et qui sont utilisées dans plusieurs pays. Donc où on calcule donc la réponse de la chaussée sous une charge de référence, et puis après on compare les sollicitations calculées dans la chaussée avec des valeurs admissibles. Alors pour les chaussées à faible trafic, ce sont notamment des valeurs admissibles au niveau du sol qui caractérisent les déformations permanentes du sol. Donc il y a eu un examen des critères de déformation admissible qui existent dans différentes méthodes qui a été fait. Alors finalement, la plupart des pays utilisent des choses très similaires à ce qu'on utilise en France, c'est-à-dire des relations entre le epsilon z, donc la déformation verticale maximale admissible, et le trafic. Par contre, il y a une assez grande variété, vous voyez la figure à droite, entre les valeurs que donnent différents critères. Et donc ça dépend probablement de l'expérience locale ou des conditions géotechniques locales, mais probablement aussi des
types de réseaux qui sont utilisés. Il y a des pays très étendus avec des réseaux à vraiment très faible trafic, donc ils vont probablement considérer des critères moins pénalisants, et des pays qui ont des réseaux plus denses qui vont utiliser des critères plus pénalisants. Donc ils sont plutôt dans le bas des courbes de epsilon z en fonction du nombre de cycles. Mais en tout cas, il y a une très grande fourchette de valeurs. Il y a aussi des pays qui utilisent des corrélations entre le module du sol, qui utilisent toujours des corrélations entre le module du sol et le CBR. Et là aussi, on n'a pas vraiment de consensus, et on a une assez grande fourchette de valeurs qui sont utilisées, qui doivent dépendre des matériaux locaux. Donc la conclusion des parties 1 et 2, donc il y avait une partie donc sur des méthodes empiriques. Donc ces méthodes empiriques, en fait, elles sont adaptées à un contexte donné, à un pays donné. Elles ne sont pas forcément transposables à d'autres contextes. Les méthodes rationnelles peuvent mieux s'adapter à différents contextes, puisqu'on a une démarche de calcul avec des paramètres de matériaux et différentes conditions. Par contre, il est évident que dans ces méthodes, l'expérience locale ou les conditions locales sont fortement intégrées. On a vu par les différences entre les relations obtenues dans différentes méthodes. Donc ça doit être fortement influencé par les conditions locales. Et puis il y a un constat qui a été fait, c'est que l'influence des conditions climatiques et par exemple des variations hydriques est peu intégré encore aujourd'hui dans le dimensionnement. Et donc on a aussi une importante variation des formations admissibles qui sont prises en compte. Donc dans la troisième partie, on a utilisé IGIS a utilisé 8 méthodes pour faire une comparaison de méthodes de dimensionnement de chaussées souples. Donc vous les voyez sur le tableau. Donc il y avait la méthode française qui était un peu en référence. Il y avait des méthodes britanniques, américaines, allemandes, espagnoles qui sont des méthodes européennes. Et puis également des méthodes comme le catalogue du Sénégal qui sont des méthodes de pays africains. Et donc le type de structure qui a été choisi, c'est une structure donc, avec une couche de roulement en béton bitumineux, une couche de base en grave bitume, une couche de fondation en GNT, une plateforme à 80 mégapascales, et donc les dimensionnements ont été faits pour une durée de vie de 20 ans et un trafic cumulé de 250 000 poids lourds. Donc en France, ça donnait une structure avec une couche de roulement de 5 cm de BBSG, une couche de base de 8 cm de grave bitume de classe 3 et 15 cm de GNT. Et donc vous voyez ici les résultats obtenus avec différentes méthodes. Alors finalement, c'est assez rassurant parce qu'avec les méthodes européennes, on arrive à des épaisseurs qui sont relativement proches. Les méthodes qui s'en distinguent le plus, alors il y a la méthode canadienne, mais c'est parce qu'ils ont des critères de résistance au gel qui sont très très différents des pays européens. Donc on a des couches d'assises en grave non traitées de très grande épaisseur pour protéger contre le gel. Et certaines méthodes africaines, probablement parce que les risques ou les conditions qui ont été définies sont moins sévères qu'en Europe. Donc c'était le cas de la méthode du Sénégal où on avait une épaisseur de matériaux bitumineux plus faible. Mais donc entre les méthodes européennes, les différences d'épaisseur restaient quand même relativement faibles, ce qui est plutôt rassurant par rapport à la méthode française. Voilà, il y avait déjà une conclusion. Donc variation d'épaisseur liée aux conditions climatiques canadiennes. Il y avait des différences également de caractéristiques de matériaux, puisque les pays n'ont pas les mêmes classes de matériaux, mais finalement, ça ne s'est pas traduit par une grande différence. Et puis, il y a une limitation aussi des catalogues, c'est que les catalogues, eux, ils procèdent par classe de trafic, et donc on a des sauts d'épaisseur par classe de trafic, et donc, du coup, c'est moins précis ou moins fin qu'une méthode de dimensionnement calculatoire. Voilà, donc c'est... C'est la conclusion de cette présentation. Je vous remercie.